Euh, En fait, on se demandait tous un peu qui vous étiez dans le public. Et est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont des wallets et qui achètent des NFT art? Voilà. Un dixième, je dirais, non? Ça fait à peu près 10 personnes, je crois, non? Qui a déjà acheté un NFT? Bravo. Voilà. Et Qui a plus de 2 NFT? Plus de 10? Ah. Plus de 100? Ok. J'ai gagné. On est 2? Ouais. Et qui a un CryptoPunk au cas où? Ok. Tu n'en as pas de CryptoPunk? Donc on va faire un petit peu un petit survol du marché français qui est un petit peu, on va dire, qui démarre tout juste, enfin, en tout cas qui est très confidentiel, hein, avec des acteurs qui ne sont pas encore très connus du grand public. Et puis, comme on l'a constaté avant, effectivement, Beeple, c'est un petit peu le point de départ du buzz, enfin, qui a créé l'intérêt pour ce marché, en tout cas la volonté d'en savoir un petit peu plus. Donc j'accueille à ma table, dans l'ordre, on va voir Romain Ferlom-Fried, et vous êtes commissaire-priseur de formation et vous intéressez au NFT, et vous êtes NFT advisor, comment on dit? C'est un peu pompeux, mais effectivement, j'accompagne des artistes, des communautés et tous les gens qui veulent bien se mettre au NFT, et je les renseigne très gracieusement d'ailleurs. D'accord. Et les commissaires-priseurs aussi, il y en a beaucoup ici aujourd'hui, donc ça sera avec plaisir. Je finis mon petit tour de table et après on va revenir vers vous. Albertine Meunier, pardon. Vous êtes plusieurs casquettes, parce que vous êtes déjà artiste en premier lieu, c'est ça, artiste numérique, vous êtes passée au NFT, vous êtes collectionneuse et vous êtes conseillère numérique, formatrice à l'univers du crypto art et de NFT auprès de la galerie parisienne l'Avant-Galerie Vossen, c'est ça. Nous avons aussi Guillaume Oren, hein, qui est collectionneur mais aussi galeriste. Et vous étiez aussi amateur d'art numérique avant ça. Amateur d'art classique. Et classique et numérique, pardon. Jusqu'au NFT. Voilà, tout à fait. Et donc, pour finir, Paul Webel, vous êtes fondateur d'une plateforme, mais qui n'existe pas encore, qui a levé des fonds récemment et qui va naître. Alors, c'est une plateforme marketplace, application, un truc un peu hybride. Vous allez nous expliquer ce que c'est après. Et le lancement est prévu pour au plus tard septembre, c'est ça, ou comme ça, voilà. Bon. Je reviens vers vous, Romain, parce que vous venez du marché, enfin du monde des enchères. Et on est parti de Beeple, d'un prix aux enchères. Et je crois qu'il y a beaucoup de commissaires-priseurs dans la salle. Hein, c'est sous l'égide du Conseil des ventes volontaires, donc voilà, qui se demandent est-ce qu'on peut vendre des NFT on est dans le NFT lié à l'art. Hein. On ne va pas repartir dans la basket ou autre. Hein. On va essayer de se concentrer sur le monde de l'art, hein, sur le marché de l'art. D'abord, qui vend, qui a fait des essais en France et peut-être rappeler tout à l'heure ce que Georgina a dit, effectivement, que la loi vient de passer aujourd'hui, donc on peut vendre des biens corporels, donc on peut s'attaquer à ce marché aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, la loi a changé dans les 15 derniers jours, a été promulguée ce matin. Concours de circonstances ou pas, on ne sait pas. On va parler un peu du marché de l'art. Non, ce n'est pas un concours de circonstances. C'est un bon timing, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, voilà. Bon timing, on va dire ça. Donc non, c'est tant mieux. Les portes sont ouvertes, les portes auxquelles on frappait depuis des années, depuis 2014 d'ailleurs, pour que les biens dits incorporels puissent être vendus par les commissaires-priseurs dits volontaires, parce que les commissaires-priseurs judiciaires pouvaient le faire. Donc il y avait une dichotomie entre ces deux professions. Donc on a appelé à ce changement, pas moi d'abord, évidemment j'ai pris le train en marche, pour pouvoir vendre donc, la catégorie des biens incorporels dans lequel on pourrait éventuellement
faire rentrer les NFT, mais ça c'est encore une question, en tout cas que moi je me pose, parce que le NFT est une espèce d'ovni hybride qui rentre dans aucune catégorie à proprement parler, qui n'a pas été totalement définie, que ce soit par le code de commerce, le code de propriété littéraire artistique, un peu par le code monétaire et financier, et le code général des impôts, mais il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table, tous autant que nous sommes, pour savoir ce qu'on a envie de faire avec cette nouvelle possibilité. On m'a posé une question très pertinente hier. Quel est votre marché idéal pour les NFT? Eh bien, j'ai pas su répondre en fait, parce que même si c'est autorisé... Quand vous parlez, pardon, je vous coupe, mais quand vous parlez de marché, vous parlez d'acheteurs? Alors, les acheteurs et les vendeurs, parce que les acheteurs, il va falloir... Alors, ce ne sont pas les mêmes typologies d'acheteurs, on va pouvoir revenir effectivement là-dessus. Ce n'est pas des acheteurs qu'on rencontre tous les jours, qu'on croise à Drouot. Ce sont des acheteurs, vendeurs comme acheteurs d'ailleurs, qui sont, comme on le disait tout à l'heure, cachés, entre guillemets, derrière C'est une communauté qu'il faut toucher. Voilà, derrière des pseudonymes, ils n'ont pas forcément envie de montrer ni leur collection, ni leurs achats, même si la blockchain permet de retracer tous les achats, évidemment, mais j'ai pas trop envie de rentrer un peu dans des considérations techniques qu'on a entendues depuis ce matin. On va se concentrer vraiment sur l'art, et on va montrer des images, et on va voir ce que c'est. Donc pour en revenir à Beeple, évidemment, ça fait fantasmer tout le monde, 69 millions de dollars, c'est génial, mais derrière ça, il y a quoi? Il y a un travail qui a duré 5000 jours, qui a été vendu. Le travail de Beeple a commencé en 2013, donc à l'orée du Bitcoin, grosso modo, et donc il a vendu ce travail, alors en plusieurs fois, hein. La première vente n'a pas eu lieu en mars 2021, mais ça a été vendu en plusieurs fois, et ça a atteint le record historique dont tout le monde parle aujourd'hui, qui a été dépassé depuis par l'artiste qui s'appelle Pak, qui a vendu aussi une espèce d'agglomérat d'œuvres d'art comme ça, mais voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ça? C'est un peu la question. Est-ce que demain, on va pouvoir, tous autant que nous sommes commissaires-priseurs, pouvoir intégrer des NFT dans nos ventes aux enchères? Alors, précisons, on vend des NFT associés à une image numérique, là. Alors, voilà, le NFT n'est pas une œuvre d'art. On l'a dit tout à l'heure. Là, on parlait tout à l'heure tout le monde n'est pas effectivement informé de ce qui se passe. Là, c'est des choses... Ce qu'on est... Là, on est sur du Bored Ape, comme on dit. Donc, c'est des images de singes. Ce sont plus des collectibles que des œuvres d'art. Qui collectionne ça? Ah, bah c'est une super question. On ne peut pas répondre à ça. Réellement, il y a des collectionneurs d'art, des gens qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies ou dans le monde d'Internet les 10 ou 15 dernières années. Pas moi, en tout cas pour cette typologie. C'est un type d'œuvre de crypto. Alors on appelle ça collectible parce que ça a été. Alors après on peut se poser la question, est-ce que les 10 000 Bored Ape ou CryptoPunk constituent une seule œuvre ou 10 000 œuvres? Alors ça c'est un CryptoPunk, parce qu'on en a pas entendu parler mais on n'en a pas vu. Donc c'est ces visages pixelisés qui constituent toute une collection que les gens s'arrachent. C'est quoi les critères pour faire un prix de ça? Alors il y a des critères de rapport. Ah bah là on est dans l'ère pop, hein, totalement. Il n'y a pas de... Ça a été créé par ce qu'on a Larva Labs, hein, c'est marqué. Des designers qui ont lancé ça donc en 2017 de mémoire. À l'époque, ils étaient gratuits, ils étaient demandés, ce qu'on appelle un giveaway. Donc on demandait son CryptoPunk. Après, il y a eu un marché qui s'est organisé, encore une fois, autour d'une communauté qui a trouvé un intérêt artistique peut-être. De collection. De collection en tout cas, on dit que c'est un collectible. De collectionner et de s'en servir comme ce qu'on appelle un profil picture, c'est-à-dire de remplacer sa photo de profil, Twitter, Instagram, etc., par ces achats-là. Et alors, qu'est-ce qui détermine le prix là? Ça fait quand même 11 millions de dollars, presque. Alors, 12. pour celui-ci, c'est une particularité. Donc, il y a eu 10 000 CryptoPunk. Celui-là fait partie des 9 plus rares. Des 9 plus rares qui sont des aliens, et celui-là a été cher, pourquoi? Parce qu'à l'époque où il a été minté, donc en 2017, évidemment personne ne portait de masque. C'est quoi le critère de rareté? C'est ça. C'est une image. C'est
le critère de rareté, on pourra en discuter pendant des jours, c'est-à-dire que c'est un exemplaire sur, 9 exemplaires qui concernent des aliens, donc à la peau bleue comme ça, et il y en a un seul qui a un masque. Donc c'est le seul sur les 10 000. Albertine va intervenir. Oui, en fait, tu le sais, mais de l'art génératif qui s'appuie sur du pixel art. Donc, c'est des images qui font 24 pixels par 24 pixels. Donc, c'est vrai que si on ramène le prix au prix du pixel, bon, c'est un prix très très cher. Maintenant, la manière dont sont générés ces CryptoPunks, dont ils ont été générés, donc il y en a 10 000, et la rareté, en fait, s'appuie effectivement sur le nombre de CryptoPunks qui vont être... il y a 5 catégories, donc il y a les aliens, les singes, les femelles, les hommes, et il m'en manque un. Pardon ? Et les zombies, ouais. Donc il y a 5 types, et chacun de ces types a des accessoires. Donc par exemple, celui-ci a l'accessoire boucle d'oreille, masque et chapeau. Voilà. Et donc la rareté, elle va s'appuyer d'une part sur la catégorie du CryptoPunk que vous avez. Si vous avez un alien, comme tu le dis, il est beaucoup plus rare, parce qu'il n'en existe que 9 sur 10 000. Voilà. Et ensuite, cette rareté va augmenter en fonction de l'accessoire qui est mis en jeu sur ce CryptoPunk. Voilà. Donc tous les CryptoPunks sont différents, donc c'est aussi important d'avoir ça en tête. Dans les 10 000, il n'y en a pas un pareil, mais certains vont avoir des accessoires communs. Je crois qu'il y a un CryptoPunk qui a les 6 accessoires et c'est le maximum, donc il est rare par définition. Ouais, c'est un peu comme les cartes de Pokémon ou les cartes Panini dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est pareil. Ouais. Sauf que là, en fait, on l'a pas dit du tout, mais quand on a beaucoup parlé de NFT, on a assez peu parlé de visuel, d'images, de création visuelle, en fait, par des artistes ou des créateurs. Et effectivement, ce qu'on achète, c'est la propriété de cette image. Donc, on n'achète pas l'image, on ne l'a pas dit non plus suffisamment. Cette image, c'est une image qui va continuer à circuler, qui va être, on peut faire un clic droit enregistré sous de cette image. Donc, il y a un vrai paradoxe de départ qu'il faut bien comprendre, c'est que l'image continue à circuler, donc elle est plus proche du bien commun. Voilà, tout le monde peut la voir, tout le monde peut la mettre sur son téléphone, mais il n'y aura que un ou quelques propriétaires. Et donc, quand on devient collectionneur de NFT, en fait, on collectionne des propriétés qui sont associées à une image, à un visuel, à un artiste. D'accord. Alors là, on est sur le GIF. Alors là, oui, ça c'est. Alors vous avez la chance aujourd'hui, c'est double concomitance. Donc la maison de vente aux enchères Fauve vient de dropper, c'est un terme qu'on aime bien chez nous, son catalogue de vente consacré au NFT qui aura lieu le 10 mars, je crois. Voilà, c'est dans quelques jours. Donc ça va être la première vente en France d'une maison de vente avec du crypto-art associé à des NFT. Alors, j'ai pas vu le communiqué de presse, donc je m'avancerai pas et puis je parle pas pour le nom de Fauve. En tout cas, ça sera la première vente sous le coup de la nouvelle loi. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a eu avant, alors, en France ? Alors, il y a eu des ventes. Alors, on essayait de faire une espèce d'hybridation, un truchement, c'est-à-dire qu'il était permis, il est toujours permis d'ailleurs, d'adosser un NFT à une œuvre physique. Donc, le NFT, on vendait le NFT sous couvert de vendre une photo, une sculpture, un tableau, etc., etc. C'est la seule intrusion dans le monde des NFT qu'on pouvait faire jusqu'au changement très récent de ce matin. Encore faut-il savoir si les NFT sont réellement des biens incorporels qui sont visés par les modifications législatives qu'on a pu voir publiées au journal officiel ce matin. Ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'un NFT ? Est-ce que c'est un bien incorporel ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un actif numérique ? Je ne pense pas non plus. Est-ce que c'est une œuvre d'art ? J'aimerais bien. Mais encore une fois, est-ce qu'un CryptoPunk, c'est une œuvre d'art ou une œuvre d'Albertine Meunier ? Est-ce qu'on peut comparer les deux ? Est-ce que le vocable NFT peut s'appliquer à tout ? Est-ce qu'il faut garder ce vocable NFT et parler de crypto-art ou d'art numérique, etc. Ça sera à la profession, au Conseil des ventes, au CIMEV et à tous les acteurs du marché de se mettre autour d'une table pour normer tout ça, pour savoir où on va. Voilà. Et pour les commissaires présents, les maisons de vente qui se disent pourquoi je ne ferais pas une vente de crypto-art associée à des NFT,
il s'adresse à quel marché, enfin, qui sont les acheteurs pour ça en fait? C'est ça la question en fait, parce que c'est voilà. Les acheteurs, c'est comme on disait tout à l'heure, ce sont des communautés qu'on va aller chercher sur Twitter, hein, Ah oui. parce que c'est là que ça se fait. Ouais, On va pas aller les chercher salle 12 à Drouot, c'est évident. Encore que peut-être dans quelques années on le fera. Mais l'idée des commissaires-priseurs, parce que ça va être ça aussi notre travail, c'est d'amener nos clients collectionneurs à ouvrir une nouvelle porte de collection, comme on a pu le faire avec le street art il y a quelques années, en leur disant non, mais c'est pas que du graffiti, il y a aussi une création originale, respectable derrière, intéressante au niveau de l'histoire de l'art. Et comme ça a été fait tout le temps, en fait, quand on regarde plus loin, Seurat a été critiqué parce que pour ses contemporains, c'était pas de la peinture, etc., etc. Je pense pas qu'on soit si éloigné de l'histoire de l'art que ça. Très bien. Je voudrais que Albertine prenne le relais parce que vous êtes conseiller pour une galerie d'art. Donc le monde du crypto-art et du NFT intègre le réseau traditionnel des galeries d'art aussi. Quelle est votre mission et au sein de cette galerie et comment ça fonctionne? Alors, moi, j'accompagne la galeriste. La galeriste, c'est Caroline Vossen, donc qui travaille dans une galerie bien connue qui est la galerie Claude Bernard, donc qui est plutôt bien installée dans le milieu de l'art classique. Et donc Caroline a ouvert sa galerie, donc qui est une petite galerie rue Chapon. Et justement, l'objectif même de cette galerie, c'est de mélanger les différentes formes d'art. Donc quand on rentre dans cette galerie, on va aussi bien voir de la peinture que de la sculpture ou du crypto-art ou de l'art généré par intelligence artificielle. Voilà, donc en fait, on est dans cette pluralité de formes d'art. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment ça, c'est de se faire rencontrer les publics. Au début, on a justement fait la première expo qu'on a fait l'année dernière avec du crypto-art dedans, s'appelait De la tulipe, pour faire référence au marché de la tulipe à la crypto-marguerite. Et donc, dans cette première exposition, on présentait des œuvres de crypto-art au même titre que de la peinture. Et donc, nous, on a une manière particulière de l'exposer. On l'expose sur des petits écrans, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres de crypto-art qui sont carrées. On n'en parle peut-être pas, on n'en a pas parlé du tout ce matin. Voilà, par exemple, celle-là, pour le coup, elle est rectangulaire. Voilà. Donc Lulu X, c'est une artiste française, donc je suppose que c'est une artiste parce que elle travaille sous couvert d'anonymat. Elle a d'ailleurs pas voulu participer à la vente faux parce qu'elle perdait son anonymat. Donc vraiment quelqu'un qui travaille de manière anonyme. Donc on les présente sur ces petits écrans-là, qui font 10 par 10 ou 10 par 8. Et voilà, donc c'est une forme d'exposition particulière qui fait que le collectionneur plus classique, plus traditionnel, va pouvoir appréhender en fait le NFT au-delà de son ordinateur ou de son téléphone. Et donc il y a un vrai accompagnement en fait qui est nécessaire. C'est vraiment notable dans les galeries. On ne peut pas présenter des œuvres de crypto-art si on n'explique pas ce qu'on montre, si on n'explique pas ce que ça représente. Et donc à l'occasion de cette première expo, on a fait des ateliers d'initiation qui ont lieu de manière régulière, où des plus grands publics, artistes, collectionneurs, viennent découvrir en fait cet univers et cette communauté. Donc, il y a quand même besoin de matérialisation de l'art, parce que là on achète une crypto-art donc qui est une œuvre numérique en quelque sorte, ouais. qui n'est pas matérialisée en soi, et qu'on la fait apparaître sur un écran pour qu'elle ait une matérialité, et on achète son titre de propriété qui est le NFT qui est associé, c'est ça? Alors en fait, on peut acheter, quand on est collectionneur de crypto-art et de NFT, on n'a pas besoin d'un écran pour acheter. Voilà. Donc on peut acheter le NFT tout seul. Donc là, quand on présente des œuvres de crypto-art dans la galerie, on fait une curation par rapport au thème de l'expo et on va présenter les artistes qu'on collectionne et qu'on aime, donc on est nous-mêmes collectionneuses en fait. Vous êtes en train de me dire que le monde du crypto-art, World, il est comme le monde traditionnel, il a besoin de ces
de ces critiques, de ces... Oui, bien sûr. Alors pour quand on s'intéresse vraiment à ce milieu et qu'on collectionne beaucoup, on est un peu aussi noyé par le nombre d'artistes. Donc on va suivre d'une part une communauté. C'est la communauté très très importante. Donc on va suivre certaines personnes sur Twitter, on va suivre d'autres collectionneurs, on va suivre des curateurs qui ont émergé. Voilà, donc ça existe vraiment. Aujourd'hui, vous n'avez pas cette connaissance, mais c'est quelque chose qui est très très foisonnant, on a beaucoup parlé d'argent, on a beaucoup parlé de NFT, on a très peu parlé d'artistes. Aujourd'hui, moi je connais plein d'artistes numériques qui ne vivaient pas avant l'arrivée des NFT et qui aujourd'hui vivent de leur art. Donc c'est vraiment plus une rupture dans l'art numérique lui-même et le modèle économique en fait de ces artistes. C'est vraiment ça le modèle. Alors après, si on parle d'art, on parle de ça. Si on parle de NFT, de spéculation, on parle d'autre chose. Donc et dans le monde des collectionneurs, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si vous êtes vous-même sûrement des collectionneurs d'art. Quand vous allez se demander pourquoi vous collectionnez, qu'est-ce que vous collectionnez, voilà. Donc et après, est-ce que vous gardez les œuvres que vous collectionnez? Donc il y a une grande majorité de collectionneurs de NFT qui gardent leur NFT, ils montent vraiment une collection, comme Gauthier le disait tout à l'heure. Et donc, voilà, on développe une collection, comme d'autres, au début du XXe siècle, ont monté des collections d'art émergent. Donc, on est dans ce même schéma. Donc, c'est ce qu'on appelle des collectionneurs, des hodlers, parce que c'est ceux qui gardent leur collection. Et puis on a effectivement toute cette catégorie de collectionneurs qu'on appelle les flippers. Donc to flip, c'est faire une bascule, et donc qui achètent, qui vendent, qui achètent, qui vendent. Donc on n'est pas dans le même genre de collection. Donc en fait, il faut vraiment faire ce distinguo. Si vous vous intéressez à l'art et au crypto-art ou à les formes de création d'artistes ou de la culture populaire du net, bon ben voilà, il y a une vraie richesse en fait, donc faut la montrer. Et alors c'est vrai qu'après pour une galerie, il y a différentes galeries à Paris qui ont différents modèles qui essayent d'exposer ces choses-là. Nous on est dans le parti pris de mélanger ces formes d'art parce que le NFT par définition se vend mal dans une galerie. Le lieu de vente d'un NFT, c'est sur les plateformes SuperRare, OpenSea, on en a parlé, Nifty Gateway, Object, voilà, donc il y a plein de sites pour acheter du crypto-art et du NFT. La galerie, elle va être là un peu comme un passeur. Donc moi personnellement, je trouve qu'on retrouve ce rôle de la galerie qui joue le rôle de passeur. Voilà. Et donc là, on est devant quelque chose qui est un peu ovniesque. C'est vrai que de vue de l'extérieur, c'est complètement ahurissant avec ses excès, avec ses niches, voilà, avec des artistes qui poussent le système à ses limites. Donc ça existe, tout ça existe. Ça reste assez confidentiel et c'est vrai que c'est la spéculation dont on parle parce que c'est le plus spectaculaire. Mais il y a des artistes par ailleurs qui sont... au-delà de Beeple, voilà, le crypto-art ne se limite heureusement pas à Beeple, quoi. Alors c'est vrai que dans la vente de faux, parce qu'elle a mis son catalogue de vente en ligne là, il y a plein d'artistes français et étrangers qui révèlent un peu voilà, la pluralité de création. On n'est pas dans une esthétique et la seule esthétique du crypto-punk ou du Saint-Jean-Nuit. Il y a plein d'esthétiques, quoi. Alors, peut-être un petit commentaire sur cet artiste que vous avez exposé à la galerie, sur cet artiste-là, Rob Ness. Alors, Rob Ness, c'est un artiste du monde de crypto-art, c'est ce qu'on appelle un OG, voilà, donc un original gangsta, c'est un artiste du début. Donc, c'est un artiste qui est très intéressant. Donc, bon, là, on voit une de ses créations qu'on a exposé lors de la première expo, qui est un hommage à Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin. Mais c'est un artiste qui est aussi... c'est un peu l'enfant terrible, on l'appelle l'enfant terrible du crypto-art, ce qui va justement pousser les limites des plateformes. Et il est notamment connu pour deux faits marquants. Le premier... c'est le seul artiste à s'être fait expulser de la plateforme SuperRare parce qu'il avait publié une poubelle avec un effet de glitch
Et donc, il y a plein de collectionneurs et d'artistes qui ont dit non, mais ça, c'est pas de l'art, enlevez-nous ça de la plateforme, voilà, c'est de l'appropriation. Donc, il a été évincé et à la suite de cette éviction, en fait, il y a toute une communauté d'artistes qui a commencé à faire des poubelles, voilà, donc des images de poubelles et de poubelles et de poubelles. Et finalement, il a créé un mouvement qui s'appelle le trash art. Voilà. Donc en fin mars, si vous voulez voir à quoi ressemble le trash art, il y aura une expo à l'Avant-Galerie. Et un autre fait marquant de Robness, juste reviens en arrière, c'est la seule personne que je connaisse qui a détruit un CryptoPunk. Donc il y a une caractéristique du NFT, c'est qu'on peut brûler un CryptoPunk, on peut l'envoyer dans une espèce de rebut et on ne peut plus en devenir propriétaire. Voilà. Donc c'est un peu pour certaines personnes, Robness, c'est un peu c'est l'enfant terrible, quoi. Il fait le buzz. Voilà, c'est l'anti-Beeple, quoi. C'est un artiste qui va aller vraiment creuser l'affaire, quoi. D'accord. Alors, Alors Robbie Barra, donc c'est aussi un. Alors lui, c'est très intéressant cet artiste. C'est un artiste qui était pionnier. En fait, il est pionnier à plus d'un titre. Il est pionnier parce qu'il était un artiste qui était dans la création d'images à partir d'intelligence artificielle, donc de machine learning. Donc c'est un peu. Mais on est pionnier à quelle époque parce que c'est tout il y a récent. 4 ans, quoi. Enfin voilà, en 2018. Ouais. Ouais, donc c'est il y a toute une histoire de Robbie Barra et c'est un artiste qui a. Ça c'est de la création numérique aussi. Ça c'est une œuvre qui a été créée par une intelligence artificielle, donc un programme de machine learning. Donc quand vous voyez cette œuvre en vrai dans un petit écran, franchement vous pouvez pas imaginer, il y a une vraie profondeur. Ce qui est aussi notable, c'est que ces œuvres elles sont faites pour être visibles dans des écrans. Donc avec une lumière rétro-éclairée, donc elle a une vraie puissance. Et c'est un artiste qui a été aussi pionnier parce que c'était le premier artiste sur la plateforme SuperRare. Et il y a eu une telle spéculation sur ses œuvres que lui a fait le choix de se retirer de ce marché, en tout cas pour l'instant. Peut-être parce qu'il contrôlait plus du tout sa production, peut-être parce que dès qu'il pouvait produire une œuvre, elle atteignait des prix qui n'avaient pas de mesure avec ce que lui pensait. Alors, il faut nous expliquer. C'est-à-dire passer un système d'enchères sur les plateformes, c'est ça, ou de surenchère des prix? En fait, quand vous êtes sur un site comme SuperRare et que vous voulez faire l'acquisition de cette œuvre... C'est un prix fixe ou un prix qui bouge? Un prix de Robbie? Sur la plateforme SuperRare, par exemple, c'est un prix fixe. Les œuvres sont vendues par les artistes à prix fixe ou à prix... Sur toutes les plateformes, en fait, c'est la personne propriétaire. Donc, la première fois, c'est l'artiste qui va décider de la vente. En fait, il peut choisir de la vente à un prix fixe. Il peut choisir de mettre un prix de réserve. Et puis, il peut choisir de faire un système d'enchères. Donc, il y a plein de modalités d'enchères. Il y a l'enchère au plus offrant, l'enchère avec un temps limité, il y a les enchères inversées. Bon, il y a plein de types d'enchères et c'est la personne propriétaire de l'œuvre qui va décider de la modalité de la vente. Donc le marché se structure via les plateformes. Oui, c'est ça. Les ventes aux enchères traditionnelles s'y intéressent parce qu'ils se disent que c'est un marché à prendre, mais le marché existe déjà sans elles. Il existe sans elles et si ces grandes maisons des enchères y sont, c'est qu'il y a un intérêt. Voilà, mais en tout cas, c'est les acteurs traditionnels les plus, en tout cas de mon point de vue, le mieux compris ce qui se passait dans ce monde des NFT. Et s'ils font ça, c'est parce que tous les jeunes collectionneurs, c'est pas que des geeks, voilà, il n'y a pas des collectionneurs de NFT. Enfin, moi, je suis pas geek. Je sais pas si tu es geek. Il y a beaucoup de collectionneurs qui aiment l'art digital, qui vivent dans un monde numérique et donc qui achètent l'art de leur époque, en fait. Donc, faut pas oublier que ces CryptoPunks, ces singes, tout ça, ça vient de la culture du net. Et cette culture, jusqu'à présent, elle n'avait pas trouvé sa forme artistique marchandable. Elle existait, mais pas sous forme marchande. Bertine, on va finir pour la galerie que vous présentez avec cet autre artiste. Là, on est aussi dans de l'art numérique ou on est dans de l'œuvre physique là? Alors là, Norman Harman, donc c'est un artiste peintre en fait de formation et il mélange dans sa production à la fois de la peinture, de l'art digital et donc il refabrique ses images
sur l'ordinateur. Donc lui, en fait, c'est aussi important de voir que c'est lui qui a décidé de la modalité de la vente. Donc il a fait le choix, lui, de vendre certaines œuvres en NFT et en print. Voilà. Donc c'est vraiment de sa volonté. Quand un artiste en fait vend des œuvres NFT, il vend un NFT, il vend pas forcément le print. Si vous voulez je sais pas, exposer un NFT sous forme de print, il va falloir demander à l'artiste s'il est d'accord. Voilà. Mais en tout cas, bon, des artistes, il y en a énormément, quoi. Et dans ce panorama, il y a plein d'artistes à découvrir, il y a plein d'artistes à collectionner. Et là aussi, on ne l'a pas assez dit, c'est que quand vous collectionnez voilà, dans ce marché-là, vous êtes en soutien direct avec l'artiste. Donc, le pourcentage qu'on donne à la plateforme, il est minime. Donc moi, quand je collectionne, je sais que l'argent que je donne, il arrive directement dans la poche et dans le wallet de l'artiste. Vous avez combien d'NFT ? J'en ai 450-500 qui ont 500. des valeurs différentes. Il y a des NFT Et vous collectionnez de valeur depuis combien de temps ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans ? Ouais. 500 ? Ouais, 2 ans. Ouais. Bah, en fait, acheter un NFT... on est sur quelle valeur d'achat ? C'est hyper facile. Hein. Il y a juste... Dans votre vie, il y aura 2 heures qui vont être un peu pénibles. C'est comprendre un peu le système. Voilà, on a essayé de l'ébaucher, mais c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on a entendu, de mon point de vue. Et puis après, il faut un wallet, un portefeuille numérique. Donc, tant que vous n'avez pas de portefeuille numérique, tout ce qu'on va vous raconter dans la presse ou dans des conférences comme celle-ci, vous allez absolument rien comprendre. Donc, le crypto-art, c'est une forme... Il faut être engagé, c'est une expérience. Si vous ne l'expérimentez pas, si vous n'avez jamais acheté un NFT avec des Ethers ou des Tezos ou des Solana, vous pouvez parler pendant des heures, mais ça résonne pas, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'éprouve. C'est comme si vous avez Instagram et que vous passez des heures à scroller Instagram, vous avez compris ce que c'était Instagram. Voilà, mais on peut en parler pendant des heures. Donc voilà, je vous conseille, mais c'est juste un conseil, c'est pas pour devenir riche, ça n'a rien à voir. C'est une forme d'art qui se collectionne, qui est une nouvelle forme d'art. Et si vous collectionnez aujourd'hui des artistes, vous aidez directement ces artistes. Et ça, on n'en parle absolument jamais. Mais jamais, et c'est quand même le point fondamental, c'est que aujourd'hui, les artistes qui ne vivaient pas vivent de leur art et sortent leur argent, ils payent leurs impôts comme il faut, tout se passe bien, mais ils en vivent. Donc on parle juste d'un nouveau marché, c'est-à-dire le marché de l'art numérique qui n'existait absolument pas dans le scope des galeries, dans le scope marchand, et qui là surgit. Mais c'est pas nouveau. Il y a juste des artistes qui existent et qui vivent de leur pratique. Et sur les 500 NFT que vous avez collectés en 2 ans, on est dans quelles échelles de valeur pour les achats? Donc c'est des choses qui sont assez abordables. Ouais, moi je sais pas, ce que j'ai dépensé peut-être de plus cher, c'est peut-être 3 000 €, et puis j'achète des œuvres à 10 francs, 10 euros. De Tezos. 10 francs suisses, peut-être. Je sais pas, de Tezos, ça varie mais en fait, c'est de l'ordre du franc. Voilà, oui. On joue à la dinette. Hein. C'est aussi très ludique. C'est la culture d'aujourd'hui. On achète, on voit un truc qu'on aime. Cet artiste, on le suit. Il y a aussi des artistes qu'on suit, qu'on achète. C'est comme... et quand on est galeriste, en fait, aujourd'hui, là aussi, c'est un point de vue personnel que j'échange avec Caroline Vossen, c'est on ne peut être galeriste que si on constitue sa collection et qu'on vend sa collection. Sinon, après, on est dans le modèle qui existe, ça c'est mon avis, dans le modèle ancien où on va faire un partage de chair. Donc moi, je milite, même collectionner du crypto-art et des artistes, pour moi, c'est quelque chose de hyper moderne, en fait. C'est l'époque, quoi. Si... c'est passé à côté de tout un pan de la culture. Disons que ça l'était déjà, sauf auprès d'un groupe d'initiés, et que le NFT a un peu plus démocratisé cette pratique de s'intéresser au crypto-art.
J'ai pas entendu le début de le NFT a démocratisé cette pratique de s'intéresser au crypto-art. Le NFT, en fait, c'est plutôt... L'art numérique... souvent, on dit que le crypto-art et les NFT, c'est le cheval de Troie de la crypto, du monde de la crypto. Parce que c'est ce qui va permettre à des gens qui ne sont pas familiers avec le monde de l'argent de s'intéresser à ces nouvelles formes de monnaie. Donc, c'est déjà un préambule. Et après, effectivement, quand vous collectionnez, il va falloir que vous appréhendiez tout un univers. C'est un univers en soi, en fait. C'est presque un objet de curiosité. Voilà, on sait qu'il est là aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de suivre cette évolution, d'essayer de la partager, de former les gens, de leur montrer des artistes, voilà, de montrer un univers, en fait, ouais, parce que le monde ne se limite pas à Beeple et au CryptoPunk, ou alors ça devient très triste. Ouais, merci Albertine. Je vais passer la parole à Guillaume Oren, qui est collectionneur, qui est aussi fondateur d'une galerie et qui s'intéresse à l'art numérique depuis un moment. Comment vous êtes venu à vous intéresser aux NFT, Guillaume ? Moi, je suis donc amateur d'art, du paysage classique du XVIIe siècle jusqu'à l'art contemporain et au NFT. Et je suis vraiment ravi d'être ici ce soir pour vous partager. Alors, ça peut paraître un peu naïf, etc. Il y a mais il y a vraiment une passion et il y a un bonheur à collectionner les NFT qui est, moi, je m'y suis mis un petit peu avant Beeple. Et depuis, c'est quasiment tous les jours. Alors, plusieurs comptes, j'ai des comptes perso, des comptes pour ma galerie, parce que je m'occupe de la collection de ma galerie, bien évidemment. Je m'occupe également j'accompagne des artistes, justement dans cette prise de position sur les NFT. Donc tout ça, ça fait beaucoup de comptes, ça fait beaucoup d'achats de NFT, effectivement, à partir de quelques euros jusqu'à plusieurs milliers d'euros, mais sans partir dans des prix délirants. Malheureusement, j'ai pas ni de CryptoPunk, ni de Bored Apes. Mais honnêtement, c'est un vrai bonheur, en fait. C'est un voyage. J'ai plusieurs artistes à vous présenter aujourd'hui, dont le premier qui est Kevin Abosch. C'est un artiste irlandais qui habite dans le sud de la France. C'est un bonhomme qui est vraiment passionnant, qui est hyper smart, qui vraiment connaît parfaitement. On parlait tout à l'heure de OG, donc c'est un pionnier du crypto art. Il faut savoir que le monsieur s'est quand même tokenisé en 2018 et a vendu donc, je crois que c'était 10 millions de tokens de lui, voilà, de son sang. Enfin, il y a toute une histoire derrière. Le projet s'appelait I Am a Coin. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est un élément de sa série 1111 qui est sorti en mars 2021. Malheureusement, j'ai raté le drop. Le drop, vous savez, c'est le moment, le jour J, où les œuvres sont mises en vente et c'est au premier arrivé, premier servi. Les œuvres étaient en vente à 1 Ether,111, on reste dans les chiffres, etc., au moment du drop. Et une fois que... Rappelez-nous, c'est un Ether, ça vaut combien le cours là, alors à l'époque, en mars dernier, je ne me rappelle plus du cours, mais c'était pas... Ouais, c'était moins cher. Ouais, c'était quelque chose comme 1000, 1500, voilà. Ça a fluctué évidemment énormément depuis. Donc les 1111 NFT sont partis assez rapidement. Vous avez acheté le 774, c'est ça? Alors c'est mon premier NFT que j'ai acheté de Kevin Abosch, grâce à une personne qui est très connue dans le milieu des NFT, qui s'appelle Brian, qui me dit il faut absolument que tu ailles voir ça. Et effectivement, j'ai découvert un univers. Pourtant, je suis sur Internet et les réseaux sociaux depuis des années. Je suis consultant également en com digital. Je suis tout ça de très près. Je suis totalement passé à côté de Kevin Abosch avant de le découvrir via les NFT. Et cet exemple-là, je l'ai pour des dizaines d'artistes, des photographes, des artistes d'art génératif, etc., des gens auxquels je serais passé à côté de merveilles, de NFT que depuis j'ai eu la chance de pouvoir collectionner, que je conserve précieusement. Il n'empêche que je suis totalement fan de mes gravures du XVIIe siècle, de mes photos, d'autres choses, si vous voulez. Pour moi, les NFT, c'est quelque chose en plus. En fait, c'est tout simplement de l'art contemporain. On dit, moi j'aimerais bien qu'en 2022, on arrête quasiment de parler de NFT pour les œuvres d'art, c'est juste de l'art contemporain. Voilà, ce que tu disais tout à l'heure. Alors, Kevin Abosch, je vais juste finir sur Kevin Abosch. Il faut savoir que le monsieur, donc, la série est partie assez rapidement. Et ensuite, il y a le second marché, ça baisse, ça monte, etc. Il y a un projet qui est derrière, quand je parlais de voyage. Kevin Abosch va envoyer un satellite, c'était prévu et il l'a annoncé, il va envoyer un satellite dans l'espace à des fins scientifiques pour le climat, etc. Mais
Il va également envoyer des photos depuis ce satellite dans les wallets de ces collectionneurs de cette série 1111. Pour vous dire qu'on est un peu, voire franchement loin de l'image du JPEG. Voilà, on est vraiment dans un truc, dans une expérience qui est vraiment très très sympa. Effectivement, comme tu le disais, les artistes sont très faciles d'accès. Moi, j'échange régulièrement avec lui. Il est venu déjeuner à la galerie. Il est sur plein de projets à la fois et c'est juste passionnant. C'est un premier exemple. Ça paraît austère. Il faut regarder la série 1111. Ça, c'est sur OpenSea. Elle est sur OpenSea. Celle-ci, c'est vraiment c'est un NFT qui est le plus simple, le plus basique. Quand on parlait tout à l'heure de différentes, voilà. Bon, il est basique, c'est noir sur blanc. Il y en a d'autres qui sont plus colorés, etc. Je vous laisse regarder le sujet. Ensuite, je passe à un autre artiste que j'apprécie mais énormément, que je connaissais, que je collectionnais avant les NFT, mais plus sur des prints. Il s'agit d'un artiste français qui s'appelle Pascal Boyard. Il est également considéré comme un pionnier du crypto art. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une chapelle Sixtine. Donc, c'est la chapelle Sixtine Underground. Elle a été créée en 2020. Par Pascal. Pascal a passé 5 mois dans une fonderie pendant le confinement à peindre cette immense fresque, donc avec plus de 400 personnages. Elle existe, c'est peinte. Elle est peinte, vraiment, c'est une œuvre physique. Je vous recommande, il y a un film qui a été fait sur toute la maturation et la création de cette œuvre. Regardez-le, c'était fait par Samurai Corp. C'est disponible sur YouTube, c'est gratuit. C'est un film d'1h30 en bonne et due forme. Vous allez, moi, franchement, j'ai quasiment des frissons en parlant. C'est vraiment très très fort. Et ce que vous avez acheté, c'est un morceau de cette Alors voilà, fresque. donc ça c'est la fresque. Pascal a passé 5 mois à réaliser cette fresque. Il a passé ensuite 5 mois à la découper pour en faire des NFT. Mis en vente en mai 2021 sur OpenSea. Donc 400 NFT mis en vente à un Ether ou moins d'un Ether. C'était moins d'un Ether, je crois. Et donc vous retrouvez les différents personnages. Et sur la droite, vous avez un des anges, c'est The Angel of Repentance, que j'ai acquis pour la galerie Acheter de l'Art et qui fait partie de la collection qui est actuellement en vente actuellement. Et donc il y a des 400 morceaux. 400 NFT. Et donc ça circule, ça se revend, etc. Oui, absolument. Il y a pas. Alors c'est très intéressant. C'est une bonne question. Il y a sur cette série et cet artiste, il y a assez peu de flip. Les gens collectionnent. Il y a une vraie communauté aussi qui est autour. Et les gens qui ont un de ces NFT le conservent précieusement. Moi, j'ai la chance d'en avoir plusieurs. J'en revends un ou deux. J'en ai revendu un jusqu'à présent. J'en ai revendu deux pour des raisons, voilà, pour enrichir, pour pouvoir acheter autre chose. Mais fondamentalement, les gens conservent ces NFT. Et je vous invite vivement. Alors, ce n'est pas un conseil économique. Et je fais un disclaimer en bonne et due forme. Mais franchement, intéressez-vous à ce bonhomme. Il a réussi à faire la jonction entre le street art et le crypto art. Avec un point qui est super important également. Cette fresque est vouée à être démolie. C'est dans une fonderie, ce que je disais, à Ivry, en banlieue sud de Paris. Elle est pas éternelle. En revanche, le fait de l'avoir mis toutes ces œuvres en NFT dans la blockchain, normalement, les œuvres dans la blockchain sont censées être éternelles. Et vous gardez l'image numérique de votre ange? J'ai l'image de mon ange. D'accord. Et quand vous avez constaté qu'il y a des reventes, ça se revend avec une volonté de spéculer, ça se revend plus cher? Vous en avez quelques-uns, effectivement. Moi, j'en ai revendu un que j'ai très très bien vendu. J'ai revendu, je crois, 17 fois le prix d'achat. 17 fois, ça? Oui, j'avais acheté un Ether, je l'ai vendu 17 Ethers. Ça a un marché intéressant pour... Mais c'était une œuvre exceptionnelle, c'était... voilà. Le bonhomme est vraiment passionnant, il a fait d'autres choses depuis, je vous invite à regarder. Et aujourd'hui, le prix plancher, le floor price est assez bas. Moi, s'il me restait des Ethers, je vous promets que j'en rachèterai. Non mais allez-y, encore une fois, le bonhomme est très sympa. Et le troisième artiste dont je voulais vous parler, il s'agit de Pierre-Élie de Pibrac. C'est un artiste traditionnel. Alors c'est un artiste, un jeune artiste, photographe, qui a remporté déjà de nombreux prix, dont le prix Levallois de la photographie en 2018, je crois. C'est devenu un ami, on s'est rencontrés bien avant les NFT. Et lorsqu'on a commencé, nous, à nous lancer dans les NFT avec mon associé, Pierre-Élie a été tout de suite intéressé parce que voilà, il s'intéresse à ces nouvelles formes de création. Donc je lui ai expliqué comment tout cela fonctionnait. Il a tout de suite vu un intérêt évident
dans les NFT, et j'ai eu la chance d'organiser sa première exposition de NFT à la Galerie Acheter de l'Art en novembre dernier, avec 3 séries, dont une des séries qui s'appelle New York City Subway Stories. Et là, vous avez volontairement des œuvres physiques qu'on vous présente. Alors, on ne le voit pas très bien, mais il s'agit de diptyques encadrés de façon muséale. Donc, c'est un verre mirogar, anti-reflet, anti-UV. Enfin, l'objet... Pardon. Guillaume, on voit bien que c'est de la photographie encadrée pour lesquelles on a créé un NFT. Là, c'est ça, alors c'est là où je veux en venir. Pirelli a considéré la chose à l'envers. Enfin, à l'envers. Pour lui, l'œuvre en tant que telle, c'est le NFT. Et l'œuvre physique que vous avez là, donc ce diptyque, c'est simplement un avatar de ce NFT. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça parce que Pirelli, en fait, a des collectionneurs plus classiques qui ne sont pas encore venus au NFT. Et on voulait trouver un moyen de les sensibiliser et de faire en sorte qu'ils s'intéressent au NFT. Et ça a très très bien marché. J'avoue que moi, j'en ai acheté un. Je suis très content du diptyque que j'ai chez moi parce que c'est aussi quelque chose de très très agréable. Et voilà, et ça a fonctionné comme ça. Vous avez une vraie œuvre en plus de votre NFT. Absolument. Ouais. Et ce qui est super intéressant, c'est que Pirelli, à partir de cette exposition et depuis que tout cela existe, il va vraiment intégrer les NFT dans son processus créatif. Il est connu, il est parti, il a fait in situ dans les coulisses de l'Opéra de Paris, il est parti à Cuba, il a fait une série incroyable, il est parti ensuite au Japon, il sera exposé au musée Guimet. Oui, mais Guillaume, je vais vous couper là. On ne va pas faire l'apologie de Pierre-Yves Pibrac. Mais non, mais c'est juste pour dire que les NFT intègrent vraiment, vraiment son... Non, mais la question est intéressante. C'est-à-dire, je vais peut-être revenir sur Guillaume ou Albertine. Quel est l'intérêt, quand on a un artiste traditionnel, de faire son NFT d'une œuvre? Est-ce que c'est un intérêt? Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que c'est un intérêt pour les photographes? C'est un intérêt de se mettre sur les NFT? La peinture, la gravure, tout quoi. Oui. Ouais, donc ça a un intérêt. En fait, le NFT, c'est une forme c'est un certificat de propriété et d'authenticité. D'accord. Donc, si on veut attacher à son œuvre, même une œuvre physique à un NFT, c'est possible. Ça suffit pas d'avoir une facture et un certificat d'authenticité de l'artiste? Qu'est-ce que ça apporte de plus, ce NFT? Si l'œuvre est tangible, vous créez un NFT en plus. Voilà, c'est vraiment l'artiste qui décide je pense que ça bug à ce niveau-là. Ouais, Guillaume, l'idée de faire un NFT sur une œuvre Pardon, Guillaume, Romain. Non, mais en fait, on essaye d'accompagner. Je pense que ça va être là la pierre angulaire de la démocratisation des NFT. Pour ma part, en tout cas, ça va être d'essayer de joindre les deux mondes, dans un premier temps, en tout cas. Peut-être de faire venir les collectionneurs classiques sur les NFT en leur présentant aussi quelque chose qu'ils peuvent accrocher. Peut-être par l'intermédiaire des écrans, ça serait le plus simple, mais peut-être pas, peut-être par l'intermédiaire d'encadrements classiques muséaux, pour leur faire découvrir un nouveau monde. Et le NFT imprimé, entre guillemets, pour être aussi différent de celui qui est stocké sur le wallet. On peut très bien imaginer que qu'il y ait une partie dans le wallet et que la seconde partie, qui pourrait être un diptyque, soit différente. Là, il y aurait vraiment un intérêt, je pense, plutôt que de faire une reproduction physique, un jumeau numérique de l'un ou de l'autre. Je ne sais pas si on parle de la même chose. Vous avez une peinture et l'artiste vous dit « je vais faire le NFT de ma peinture ». Oui, il peut le faire. Enfin, si c'est son choix et qu'il veut associer un NFT à sa peinture pour en garantir l'authenticité, ou alors si le NFT est plus la garantie de l'authenticité. Oui, de l'œuvre, mais c'est vrai qu'après, l'œuvre physique et le NFT ne sont pas attachés ensemble, parce qu'il y a une réalité physique et il y a une réalité numérique. Donc le NFT peut circuler à un moment différemment du tableau, par exemple. On peut attacher des droits différents aussi au NFT. On peut attacher des droits de reproduction vendus. Le NFT de la peinture et le propriétaire de la peinture peuvent être différents. Ils peuvent. L'artiste peut au début décider de vendre les deux ensemble, à savoir la peinture et de transmettre le NFT à la personne qui l'a acheté. Mais après, vous ne pouvez pas associer, pérenniser ce lien. Donc si le collectionneur décide de vendre là son NFT et là sa peinture, et voilà, vous ne pouvez pas... Qui est propriétaire de la peinture finalement? Au départ, la même personne, si c'est vous qui décidez d'acheter. Et quand les deux chemins se séparent? Après, ça dépend ce que choisit l'artiste en fait. C'est le choix de l'artiste. Peut dire je fais une version digitale de mon œuvre réelle et vendre que cette photo,
ou alors il peut vendre la photo associée à l'œuvre réelle. À ce moment-là, le NFT se déplacera toujours avec l'œuvre réelle. Mais ça, c'est le choix de l'artiste au moment où il va créer le NFT. D'accord. Justement, Paul, vous avez pris la parole, vous avez bien fait. Donc vous allez créer une plateforme qui est aussi une application. Donc comment on fait pour créer une plateforme française, sachant qu'il y en a plein déjà qui existent, et comment vous allez capter et les artistes et vos acheteurs, et voilà, et en quoi consiste votre plateforme? Qu'est-ce qu'elle aura de particulier? Alors ArtTrade, c'est une plateforme d'échange de NFT. Donc nous, il y a pas mal de particularités et de problèmes qu'on vient résoudre. J'aimerais quand même revenir et faire un peu de sémantique sur le terme NFT, parce que je pense qu'en fait, l'art est un sous-jacent du NFT qui en réalité est une révolution technologique. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et derrière cette révolution technologique, qu'est-ce qu'on a? On a la blockchain. Donc en fait, à quoi sert la blockchain? Je pense que c'est ça vraiment la question initiale. Et lorsque la blockchain a été inventée, donc à l'époque de la création du Bitcoin par ce fameux Satoshi Nakamoto, la volonté était de permettre aux gens de s'échanger de la valeur de pair à pair. Donc ça a vocation à supprimer le tiers de confiance. Les NFT sont une révolution au sein de cette révolution, parce que non-fungible tokens, ce sont à l'époque des tokens qui sont fongibles, c'est-à-dire 1 égale 1, un Ether égale un Ether. Là, on vient de dire, ce jeton est unique. Il n'a pas d'équivalent, donc il n'est pas fongible. Donc là, on crée un NFT. Et en fait, en quoi ça vient révolutionner le marché de l'art, et ça ne va peut-être pas plaire à mon auditorium, mais c'est que ça va permettre aux particuliers de s'échanger de la valeur sans tiers de confiance. Donc effectivement, je vois aujourd'hui... Sans galerie, sans maison de vente, sans intermédiaire. Potentiellement, et c'est pour ça que on a les galeristes et les maisons de vente qui sont un peu aux aguets, au même titre que les taxis étaient aux aguets quand Uber est arrivé dans le marché des VTC. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de place pour eux, mais je pense que la révolution est vraiment là. Comment deux personnes peuvent s'échanger directement, sans tiers de confiance, de la valeur. Alors après, les NFT peuvent être associés à tout un tas de choses. Ça peut être associé à de la propriété immobilière, ça peut être associé à des moments réels, à des objets physiques, ça peut être associé aussi à des images numériques. Et donc là, effectivement, les plateformes d'échange aujourd'hui prennent des commissions qui sont dérisoires par rapport à un galeriste, et donc parce qu'ils font du volume et parce qu'aussi leur service est bien moindre, que ce soit en termes de curation ou en termes d'infrastructure. Et donc ArtTrade, donc on est dans l'art, hein, d'accord? Oui. Ouais. On est dans les NFT. NFT, art, de crypto-art, vous aurez beaucoup de crypto-art. Alors n'importe quel artiste peut minter son NFT sur votre plateforme, ou il y aura une sélection? Non, nous en fait on a fait le choix qui est une curation par la communauté, en fait, c'est-à-dire qu'on est sur le même principe qu'Instagram, c'est-à-dire que les personnes vont follow des artistes ou unfollow des artistes. Ça veut dire que les créateurs de NFT au sein d'ArtTrade vont avoir des followers. Et donc c'est la communauté qui fera la renommée de l'artiste. C'est-à-dire, si vous êtes beaucoup follow, vous allez avoir pas mal de valeur et vous allez réussir pas mal de ventes. À l'inverse, si personne vous follow, on peut en juger par là que votre contenu n'intéresse personne. Et comment vous comptez vous développer sur un marché qui est déjà... vous n'êtes pas pionnier, du coup, vous arrivez après la bataille. Alors, je crois qu'il faut faire attention quand on pense que c'est trop tard. Une question, hein. Ce que disait l'intervenant de tout à l'heure, c'est qu'on a un leader sur ce marché qui est OpenSea, aujourd'hui, qui représente 95% du marché. Et donc, évidemment que ça n'a pas vocation à durer. C'est possible uniquement parce que le marché est très nouveau, très récent, et toutes les innovations n'ont pas encore été apportées sur ce marché. Donc, et votre innovation, c'est... En fait, ce qu'on va chercher à faire quand on crée un NFT, là où ça a de l'intérêt, en fait, c'est d'identifier qui est le créateur. Donc il faut qu'il y ait une personne dont on connaît l'identité, à l'inverse de l'univers crypto, où en fait on cherche plutôt l'anonymat. Dans les NFT, on va vouloir savoir qui est le créateur de ce NFT. Et donc nous, sur ArtTrade, les personnes s'authentifient grâce à leur compte Instagram ou Twitter, parce qu'aujourd'hui on part du principe que tout créateur a déjà un compte Instagram ou Twitter, ou en tout cas 90%, 99% de ces gens en ont un, et donc vont pouvoir
s'authentifier grâce à ça, ce qui n'existe pas aujourd'hui, et dire je suis bien tel artiste, je suis bien telle célébrité. Et donc ça, c'est déjà un problème qu'on vient résoudre dans le monde des NFT, où généralement on ne sait pas trop, ou en tout cas c'est difficile parfois de savoir qui est derrière l'œuvre d'art. Est-ce vraiment la personne qu'elle prétend être, quoi. Alors, juste pour être clair, votre application, elle est liée aux réseaux sociaux de type Instagram qui existent déjà, ou vous avez, ça sera un propre réseau social sur lequel on va liker? C'est notre propre réseau social. Par contre, on a ce qu'on appelle du SSO, c'est-à-dire qu'on se connecte, comme quand vous allez parfois sur des sites et vous vous connectez avec votre Facebook. Et donc là, on récupère de la data pour identifier comme ça les créateurs. Ça vous parle, Albertine? Oui, mais tu n'es pas wallet compliant alors? Si. C'est-à-dire, tu te connectes pas avec ton wallet? En fait, il y a automatiquement un wallet qui est associé au compte, en fait. Oui, c'est ça. C'est un petit peu différent, mais... Alors, je pense que tu dois parler du... wallet compliant, en fait. En fait, on ne l'a pas dit aussi, c'est que le wallet, en fait, dans cet espace-là, c'est un peu le cœur, en fait. C'est ça qui va vous permettre de vous authentifier. Donc là, c'est un petit peu différent ce que tu proposes. Mais sur toutes les plateformes dont on a parlé ce matin, enfin, depuis ce matin, ce qui va vous permettre de vous authentifier, c'est ce wallet, ce portefeuille numérique qui sert, en fait, de carte d'identité, en fait, même si c'est sous forme de pseudo, c'est votre profil, votre manière de vous authentifier, votre contenu d'argent. C'est le fait de s'authentifier, de s'enregistrer sur une plateforme pour pouvoir acheter. Ouais, c'est votre petite valise. Je ne sais plus qui parlait de cette petite valise tout à l'heure. Dans sa petite valise, son petit wallet. Voilà, faut imaginer que c'est une petite valise. Dedans, il y a un peu d'argent, il y a un peu de crypto, il y a un peu de collectibles et de sites. C'est pas antinomique les deux, en fait. Tu peux t'authentifier en SSO et associer ensuite un wallet. Antinomique, mais c'est vrai que le wallet, c'est la pièce maîtresse en fait de cette histoire. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça que ça a été inventé de cette manière-là. Voilà, c'est effectivement sous cover de pseudonyme, mais c'est aussi ce qui garantit votre vie privée. Donc c'est aussi tout cet écosystème, c'est aussi en rebond à tout ce qu'on vit avec le monde des GAFA, de la collecte des data, blablabla. Ça, on n'en parle pas non plus, mais c'est aussi en réaction à ce monde-là. Hein. L'univers de la crypto, c'est aussi ça. Et donc la culture qui est derrière, c'est ça, c'est une réaction à ce monde de la gabegie de data, en fait. Et pour acheter une vente aux enchères... Oui, ça va permettre, en fait... Il faut avoir son wallet aussi. Donc, ouais, Paul, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Ça va permettre aussi, ça répond à une question de tout à l'heure, comment certifier que le NFT vendu provient du bon vendeur et du bon créateur. Et le premier réflexe qu'on a, enfin que je fais moi en tout cas, c'est d'aller voir sur les comptes sociaux des artistes qui vendent s'il est certifié, s'il y a bien un lien sur son Instagram ou sur son Twitter qui renvoie au site ArtTrade ou autre d'ailleurs, de voir qu'il y a un lien entre tout ça, quoi, et suivre la chaîne, hein, classiquement. Et puis, si c'est encore un peu confus, d'aller voir les informations contenues soit dans le smart contract, savoir si le smart contract n'est pas mal foutu, voilà, etc. Et aller chercher, c'est un peu laborieux. Un smart contract bien foutu? C'est un smart contract qui renvoie à des informations de hash qui sont pas... on peut aller voir, alors il y a quelques sites, je vous recommande d'aller voir, c'est un peu difficile de comprendre, mais on peut aller chercher des informations en mettant, en allant sur Etherscan, etc., aller chercher les informations qui sont difficiles à lire de prime abord, mais qui permettent tout simplement d'aller chercher les informations à la source. Donc, et on voit, on peut même rentrer des fois dans Smart Contract, voir comment c'est fait, si on va chercher un peu loin, mais ça marche pour la chaîne Tezos, ça marche pour toutes les chaînes de toute façon. Ça permet de valider la chaîne d'authenticité que tout le monde recherche grâce à cette blockchain, hein, évidemment, de voir l'authenticité, la provenance, l'historique, qui a acheté, qui, quand, pourquoi, combien. Voilà, ça va répondre à ça. Il y a certains smart contracts qui sont des œuvres d'art. Oui. Oui, en plus. Je parlais tout à l'heure de Pascal Boyard, il a fait une série $, Assange, où quand vous regardez le code source donc, de ce smart contract, il y a de l'ASCII art, donc avec le personnage que vous retrouvez. Enfin, c'est juste sidérant. Voilà. Après, un smart contract, c'est pour un artiste, en fait, c'est déjà que ce soit lui-même, en fait, qui soit défini comme l'auteur. Parce qu'en fait, quand vous allez acheter un NFT,
En fait, vous allez vérifier que l'auteur, c'est bien l'artiste. Donc, il y a certaines acrobaties en ce moment qui se font sur voilà, des NFT qui sont mintés, enfin, on la met dans la blockchain avec l'artiste, la galerie, les collaborateurs. Alors là, on a une liste de 4 personnes ou 5 personnes en collaborateur. Donc, finalement, on ne sait plus qui est le créateur. Donc déjà, quand on signe son smart contract en tant qu'artiste, ça vous désigne en tant que créateur et unique créateur. Donc ça, c'est déjà fondamental pour un artiste de minter soi-même ses œuvres. Voilà, donc ça, en tout cas, c'est mandatory, voilà, c'est presque obligatoire. Et voilà, donc j'ai perdu mon fil, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, effectivement, tout ce qui est de la vérification de l'identité, c'est hyper important parce que ça veut dire plein de choses aussi. Ça veut dire la question des droits de suite, alors on appelle ça royalties, mais c'est hyper important, la rémunération de l'artiste. Il y a des artistes qui gagnent plus en royalties qu'en vendant leurs œuvres parce que ça s'échange peut-être 20 fois dans la journée. Et donc, ils touchent, en général, c'est 10% qui est fixé. Voilà, il y a une œuvre s'échange 20 fois dans une journée. Oui, c'est très possible, bien sûr. Ça s'appelle de la spéculation. Mais ça existe aussi dans le monde, ce qu'on appelle IRL, hein, sauf que là, c'est plus court. Ça existe pour les actifs financiers. Ça existe pour les actifs financiers. Mais ça, vous le voyez, en fait. On est aussi dans un monde de la transparence, c'est-à-dire quand vous voyez un NFT et qu'il y a 20 personnes qui ont acheté et que cette œuvre circule beaucoup, qu'est-ce que ça dit ? Vous le voyez. Enfin, en fait, après, si en tant qu'acheteur, vous voulez l'acheter, c'est que vous êtes dans ce jeu de la spéculation. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Armelle. Pourquoi NFTiser quelque chose? C'est pour apporter de la liquidité aussi. Et justement, c'est ça aussi la révolution des NFT. C'est que ça s'échange sur des marketplaces de manière instantanée et très simple. Et donc, ça apporte de la liquidité sur le marché de l'art où d'habitude, pour vendre une toile, c'est un process qui est bien plus compliqué, quoi. D'accord. Là, c'est juste, je vais donner bientôt la parole dans la salle, mais donc trois artistes qui vont être représentés par ArtTrade. Oui, bien sûr, c'est pour ça ce que disait Albertine tout à l'heure. Moi, je pense que les NFT, ça va permettre une vraie émancipation des artistes, leur permettre vraiment eux-mêmes, depuis chez eux, de certifier leur œuvre et de la vendre directement à leur public. Là, par exemple, Vincent Monnier, c'est un jeune illustrateur, et chez ArtTrade, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher tous les artistes qui ne font pas de NFT encore, et on les prend par la main, on leur dit, regardez, en fait, c'est très simple, et on essaye de rendre le process le plus simple possible. Il y a quelqu'un chez vous qui fait une sélection d'artistes, alors, hein, si vous allez les chercher, oui. On les contacte et on leur propose. Après, c'est ouvert à tout le monde. On ne fait pas de curation. Après, c'est la communauté qui s'occupera de les adouber ou pas. Exactement. Et s'ils ne sont pas aimés, ils giclent d'ArtTrade. Je pense que ça, c'est la loi de l'offre et de la demande après. Ah bon ? Non, ils ne giclent pas d'ArtTrade, mais juste, ils n'auront pas beaucoup de followers. Voilà. En fait, comme le marché français est un petit peu naissant, je voulais vous présenter une série d'acteurs qui avaient un peu de connaissances, qui voulaient vous montrer un petit peu ce qui existait en termes de crypto-art et de NFT. J'espère que ça vous a apporté un petit éclairage. Si vous avez des questions, c'est à vous maintenant. Oui, éventuellement. Merci pour cette présentation. En fait, je voudrais juste pondérer éventuellement quelque chose par rapport à la proposition qui est un peu pushy de dire... Pardon, plus fort ? Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Shiran Ben Abderrazak, je dirigeais une fondation culturelle jusqu'il y a peu en Tunisie et je me reconvertis dans les NFT avec une start-up qui a pour vocation d'accompagner et de faciliter l'adoption du marché francophone et puis aussi un accompagnement en termes de consultants auprès des intermédiaires. Et c'était un peu le point que je voulais voir. Et là, un des projets, c'est justement l'adaptation du projet Inside Out de JR au monde des NFT. Et donc pour ça, on est en train d'accompagner une vingtaine de photographes pour se saisir de ces outils-là. Et en fait, là où justement je voulais rebondir, c'est que je ne pense pas sincèrement que les NFT ou les smart contracts ou la technologie de la blockchain adaptée au monde de l'art va totalement rendre inutiles les intermédiaires, loin de là. Je pense qu'en fait, ça va leur permettre de se spécialiser et de se saisir de ces outils, parce qu'en vérité, l'artiste finalement a envie de créer. Et les artistes digitaux, certes, ont une facilité pour rentrer dans cet univers-là, mais finalement, l'essentiel des artistes ne sont pas des artistes digitaux, et que ce soit les peintres, la plupart des artistes visuels, ou plasticiens vont avoir besoin de tout l'accompagnement classique, que ce soit au niveau des commissaires-priseurs, au niveau des galeristes, au niveau des curators. Et je pense justement que tout l'intérêt de cette
nouvelle révolution technologique dans la nouvelle révolution technologique de la blockchain, c'est justement d'affiner nos outils d'accompagnateurs pour pouvoir être là pour justement aider les artistes et le milieu de l'art à se saisir de tout ça. Voilà, c'est plus un commentaire. Et il y avait une question particulière pour C'est pas une question, mais ouais. c'est bien. C'est exactement ça. Oui, on va retrouver, ou en tout cas trouver une place pour les commissaires-priseurs, en tout cas de curation, ce qu'on disait, de Galerie, sélection. Avec, galerie, avec Voilà, plateforme. et alors galerie, plateforme, artistes, de toute façon, la communauté est si grande que va y avoir des curations d'artistes, de plateformes, de galeries, de commissaires-priseurs, et on va réintroduire cette expertise au final, qui n'est pas inhérent à la blockchain à la base, puisque c'est plutôt décentralisé et sans tiers de confiance, mais l'expertise qu'on a, elle ne va pas disparaître dans les NFT. Pour l'instant, les pistes sont un peu brouillées, mais c'est... Il y a plusieurs sortes de publics. Guillaume se débrouille tout seul en naviguant sur les plateformes marketplace. Albertine accompagne via une galerie et vous intervenez en vente publique. Donc on a toutes les formes du marché. C'est pareil. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Armelle, à propos, merci à Armelle, c'est Françoise Schmitt, cofondatrice de l'IUSA. Si je peux me permettre de citer un moment de mémoire et qui concerne les commissaires-priseurs, le 16 octobre 1996, l'IUSA a accompagné la première vente aux enchères d'une œuvre virtuelle à Drouot. C'était l'œuvre de Fred Forrest, la parcelle réseau, qui était vendue sous le coude de Maître Binoche. Ça avait fait 56 000 francs sous le feu des enchères, parti à 0 francs 0 centimes et c'est monté jusqu'à 56 000 francs. Autant vous dire qu'il y avait une atmosphère incroyable, que les gens faisaient des films sur l'opération, se disputaient pour avoir les interprètes de l'opération. Mon fils avait apporté un petit ordinateur qui était moche, beige à l'époque, 96, et ça fait 58 000 francs sous le feu des enchères. C'était la première vente d'une œuvre virtuelle à Drouot, et l'IUSA était partenaire. Mémoire, prémisse du sujet. Merci. Cette œuvre a disparu depuis. Ah bah oui, parce que manifestement, elle a été achetée par on en revient à la sécurisation au final des wallets, etc. Cette œuvre a été vendue, mais il n'y elle a avait pas disparu. la réflexion que vous faites maintenant, 25 ans après, quand même. Et c'est agréable, et merci infiniment. Ça me rajeunit. Merci. Fred Forrest était un pionnier également. Ouais. Faut savoir qu'il a mis en vente, juste après Beeple, il a mis en vente une œuvre, un NFT à 69 millions 1 euro, qu'il n'a pas trouvé d'acquéreur. C'est dommage. Y a-t-il des questions? Ah, par ici. Alors moi je m'appelle Patrice Mazzini, je suis réalisateur, je m'intéresse sur les NFT, je prépare un documentaire sur les NFT en France. Et j'ai une question à propos de ArtTrade. Il y a un truc qui m'échappe, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas bien compris. Ce que vous proposez, c'est un réseau social. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est à des artistes d'avoir des followers. Et c'est ces followers qui vont faire la cote des artistes sur votre site. Ça, là, j'ai compris. À peu près, oui. Enfin, Ouais, c'est pas que ça. Hein. Après, non, mais ça, j'ai compris. Alors, ma question. Si j'achète 100 000 vues d'un artiste qui est sur votre site, je fais vachement monter sa cote. En fait, c'est pas que ça valorisera pas les œuvres. Ça veut dire nécessairement que en fait, si vous n'avez pas des vrais followers, vous n'avez pas des gens vraiment intéressés par votre art, vous n'avez pas vraiment des gens qui vont l'acheter. Donc acheter des followers, ça vous apportera pas grand-chose, quoi. Et ça, comment vous le contrôlez ? Ah ben ça, c'est-à-dire comment on contrôle... Comment vous savez si c'est des vrais ou des faux followers, en fait ? Après, il y a des process pour se prémunir des bots, comme il y a sur Instagram, etc. Mais la visée n'est pas la même. C'est pas parce qu'un artiste nécessairement a beaucoup de followers qu'il va avoir beaucoup de valeur. C'est la qualité des followers qui vont être des acheteurs potentiels, en fait. C'est pas tout à fait ce que j'avais compris aussi, moi, comme monsieur. C'était des followers qui adoubaient un petit peu la cote de l'artiste sur votre... plateforme application. Alors, je vois pas où est... Alors, c'est toi Non, qui c'est parles. moi, Okay. c'est moi. Excuse-moi, je croyais que quelqu'un d'autre intervenait. Oui, aussi, ouais. C'est mon avatar. Ça pourra jouer aussi. Après, l'application n'est pas encore sortie, donc voilà, nous, on a pas mal de défis. Et les faux followers sont un défi à relever aussi, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'il est... Ouais.
Ouais, mais c'est nouveau quand même, cette prise de conscience des faux followers, etc. C'est des nouveaux challenges auxquels les plateformes font face. Même si ça existe depuis longtemps, ça commence à être connu maintenant qu'il y a des faux followers. Il y a 2 ans, tout le monde n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde en parle, quoi. Donc, effectivement, c'est un défi. Ouais. Bah, bonne chance. Je voudrais poser une question à ArtTrade. Savez-vous qu'il y a une plateforme qui a été ouverte le 4 janvier, qui existait avant, qui était un Instagram des NFT, et qui mint sur Polygon, et qui s'appelle Showtime, qui a été fondée par Alex Masmej. Et depuis le 4 janvier, c'est une plateforme ouverte, il y a 0 figas, vous avez des followers, vous avez des likes, et ça fonctionne exactement sur le principe que vous exposez. Alors je voulais savoir si vous connaissiez cette plateforme. Et ma deuxième question, il y a une autre plateforme qui s'appelle ArtTrade, en Allemagne, dont la spécialité est de diviser les Picasso ou les Mark Rothko en tokens et de les vendre en NFT. Alors voilà, je suis un peu troublé par ces 2 données, si vous pouviez m'apporter vos lumières. C'est une question de Valérie Granchet, qui est artiste, qui est intervenue dans la table ronde tout à l'heure. ArtTrade, du coup, la deuxième question en Allemagne, c'est du coup un business model complètement différent. Effectivement, ils tokenisent des œuvres d'art, donc ils les fractionnent en plusieurs tokens et ils les vendent. Ça ne s'appelle pas ArtTrade contracté, mais ArtTrade. Le premier que vous m'avez cité, je ne le connais pas, mais on n'est pas seul sur ce créneau. Et tant mieux, parce que sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas de marché. Donc il y a aussi Nafter, il y en a d'autres qui tentent de créer ce réseau social NFT. Donc nous, on a plein de valeurs, évidemment, comme l'écologie, l'aspect aussi... charities, donc il y a plein de choses dans ArtTrade qui, on pense, nous différencient. Et après, je pense que c'est un marché où il va y avoir beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et à la fin, il en restera très peu. Et je pense que c'est encore trop tôt pour savoir lesquels resteront, quoi. J'ai une petite question, pardon. Ici, pardon. C'est où ? Pardon, Pierre Musard, ex-directeur digital de Piazza. J'ai l'intuition de tout ce qu'on dit depuis les débuts qu'il y a un foisonnement, il y a à la fois de plus en plus de collectionneurs, de nouvelle génération, mais aussi de plus en plus de créateurs. Qu'est-ce que vous en pensez et quel défi ça représente pour les collectionneurs, les galeries, les institutions demain, de voir ce foisonnement de création qui arrive comme ça sur le marché, ou enfin dans l'univers créatif, pour trier, voir, comprendre, dégager une valeur artistique et aussi monétaire forcément, comme un pendant. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour Albertine, mais elle a déjà en partie répondu tout à l'heure sur... J'ai pas très bien entendu la question. On nous dit il va y avoir de plus en plus d'artistes, comment on fait pour les trier oui, ça c'est la vie, hein. C'est beaucoup de travail. Voilà, c'est comme quand vous faites le tour des galeries à Paris tous les samedis et que vous faites, vous écumez, vous lisez. Oui, pléthore d'artistes, ça veut dire aller vers des intermédiaires qui font un peu ce travail de défriche. Donc il y a des curateurs déjà sur Tezos, il y en a beaucoup. Enfin, je ne sais pas si c'était ça vraiment la question, mais il y a un vrai travail de chez curation. Piazza, si vous voulez ouvrir un département, en fait, le travail il va falloir vous faire conseiller. Il peut se faire aussi. Alors ça, on l'a pas tellement évoqué, comme on est dans un monde transparent. Si je veux aller voir la collection de Guillaume, je vais aller me renseigner sur sa collection. Donc, je vais sur OpenSea, je tape Guillaume, quelque chose d'autre. En fait, c'est un travail d'enquête. Donc, il y a peut-être un pré-travail d'enquête. Mais en tout cas, la collection des gens, elle est visible. Donc, le collectionneur est aussi son propre curateur, mais il peut jouer aussi le rôle de curateur pour d'autres, en fait. Donc, Guillaume, on peut voir votre collection sur OpenSea ? Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai plein de comptes divers et variés. Mais c'est le côté positif de la chose, et pour les artistes, c'est absolument génial, puisque quand votre œuvre est dans le wallet de telle ou telle personne, quand on multiplie comme ça les œuvres et que les œuvres se retrouvent dans des wallets de collectionneurs plus ou moins connus, voilà, ça donne de la visibilité à l'œuvre, à l'artiste, et c'est un des principes effectivement de
de ces NFT, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, Albertine, on change vraiment de... L'œuvre n'est plus chez un collectionneur dans ses tiroirs ou accrochée sur ses murs, mais elle reste partagée, elle continue à vivre sa vie sur les réseaux, elle est censée être éternelle, mais elle est partagée. Et c'est absolument important et nécessaire pour les artistes. Et pour reprendre tout ce qu'on a dit, effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai rôle sur la curation qui va être très important. Les galeristes, les commissaires-priseurs, évidemment, je pense que j'en parlais l'autre jour avec un ami commissaire-priseur, il y a vraiment un sujet là-dessus. Il y a un rôle et il y a une responsabilité même pour justement faire en sorte que les gens, que les collectionneurs qui ne sont pas forcément à même, qui sont pas encore venus à tous ces NFT, puissent s'y mettre et s'y intéresser. Ce serait dommage de passer à côté et je pense que effectivement les commissaires-priseurs ont une responsabilité sur le sujet. Voilà, ça a répondu à votre question. J'espère que ça répond. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. On va s'arrêter là. Alors moi, je vais finir par le mot de la fin. Il y a un acronyme, WAGMI, c'est toi qui me l'as remis en tête tout à l'heure. Alors ça veut dire We are gonna make it. C'est un acronyme qui est très utilisé sur Twitter et dans ce monde-là, parce qu'on est vraiment là-dedans, quoi. We are gonna make it, hein, c'est ça? On va y arriver. On va y arriver. Et merci Albertine pour ce mot de la fin. Merci à tout le monde et j'espère que vous avez appris des choses.